Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 89 avec Antoine Blanchemaison. Sa philosophie est différente des serial entrepreneurs qu'on met souvent sur le devant de la scène. Lui, il est convaincu qu'on peut avoir un impact important dans la vie des gens sans forcément devenir un bouffeur de business. Ayant conscience des enjeux de la formation en ligne et des opportunités que ça représente, il s'est donné les moyens de créer son petit empire, mais avec une approche différente de celle des marketeurs qui nous rabâchent sans cesse l'importance des tunnels de vente. Il change les règles du jeu et propose un modèle différent, axé avant tout sur la création de valeur, même si c'est un modèle qui demande énormément d'investissement personnel. Car il faut le dire, c'est une vraie machine de guerre, capable d'abattre un travail colossal. D'ailleurs, il se considère lui-même comme un artisan qui travaille directement dans son entreprise. C'est un modèle qui semble lui réussir et ne vous fiez pas à son insolente jeunesse, puisque du haut de ses 25 ans, ses formations en ligne ont généré près de 1,5 million d'euros. Rien que ça. Mais bien qu'il ait un business florissant et une notoriété de plus en plus présente sur le web, il garde une forme de modestie qui se fait de plus en plus rare de nos jours et continue d'afficher un grand respect et une grande admiration pour les entrepreneurs qui l'ont inspiré. Cultiver un esprit de débutant, miser sur les petits produits et peaufiner un savoir-faire à la manière d'un artisan, il accepte de nous ouvrir les portes de son atelier. Antoine Blanchemaison, bonjour. Bonjour Manal, merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cette très belle présentation. Avec grand plaisir. Alors Antoine, vous connaissez un petit peu le podcast, vous avez déjà écouté quelques épisodes, donc vous connaissez aussi le format. Je commence toujours mes interviews avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est une passion de la diffusion qui m'anime au départ. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi depuis tout petit. À la base, je voulais être journaliste et j'écrivais des petits journaux pour ma famille, à l'école aussi, j'ai lancé des petits journaux. Et après, dès que j'ai pu commencer à toucher un peu Internet, je me suis amusé, j'ai lancé des blogs. Alors à l'époque, il n'y avait pas YouTube, mais j'ai lancé des chaînes de télé en ligne où je passais des séries, des trucs, des chaînes de radio. Bref, j'étais fasciné par tout ça. Dès que j'ai compris que le podcast existait, j'ai lancé mon premier podcast bien avant que ce soit à la mode. Et évidemment, j'avais pas de résultats, c'était juste pour le fun et j'étais encore adolescent. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours animé, et le jour où j'ai compris que je pouvais en faire mon métier, c'est-à-dire que je pouvais me lever chaque matin et le faire toute la journée, là j'ai eu une sorte de révélation et c'est devenu une évidence pour moi que ça devait être ce que je fais. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est pas un tremplin pour faire autre chose plus tard, c'est pas aujourd'hui je vends des formations, mais dès que j'ai assez d'argent, je crée une vraie boîte et une start-up et j'investis tout l'argent que j'ai gagné dedans. Moi j'ai vraiment l'ambition de faire ça toute ma vie, et je me vois tout à fait papy BM sur son rocking chair en train de faire des podcasts comme au premier jour, parce que c'est ce que j'aime. Et pour moi, une bonne vie, c'est une bonne journée qui se répète, et une bonne journée, c'est une journée pendant laquelle je crée du contenu. D'accord, c'est marrant parce que vous parlez du rêve de devenir journaliste. Je vous avoue que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être journaliste. J'avais même axé mes études par rapport à ça. Une fois que j'ai mis les pieds dans le milieu, je peux vous assurer que je suis partie en courant. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et c'est vrai, quand on découvre toutes les possibilités sur Internet et aujourd'hui la facilité finalement de créer son propre média, eh ben on voit qu'il y a plein d'autres opportunités qui s'offrent à nous et on gagne beaucoup plus en liberté aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai fait des stages, alors c'était peut-être plus restreint, mais j'ai fait les fameux stages de 4e et de seconde dans des rédactions de journaux. Et je suis complètement tombé de ma chaise quand j'ai vu les difficultés que rencontraient les journalistes, la mentalité des journalistes. Surtout la mentalité pour moi. La mentalité qui, je pense, est liée en fait aux difficultés qu'ils rencontrent. Quand on est sur une pente descendante, c'est très difficile de rester optimiste, de rester positif. Et les journalistes sont aujourd'hui sur cette pente descendante parce qu'ils font un métier qui était le métier roi du XXe siècle et qui est un métier en total déclin et en total bouleversement au XXIe siècle. Et je me suis dit, ok, j'ai pas envie de me lancer dans un métier dont la fin est proche, j'ai envie de me lancer dans un métier qui en a encore à ses prémices, qui est encore dans sa phase ascendante. Et évidemment, c'était sur le web que ça se passe, quoi. Alors, si vous deviez résumer tout ça en un seul mot, qu'est-ce qui vous anime à vous lever chaque matin, à faire ce que vous faites au quotidien ? La passion, je dirais.
Et je sais que ça fait un peu cliché, ça fait complètement cliché de dire ça. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit forcément la meilleure idée de se lancer sur sa passion. Mieux vaut peut-être se lancer sur quelque chose que l'on sait faire, que l'on maîtrise, travailler sur ses forces, et la passion peut venir après, peut venir ensuite. Mais moi, je fais vraiment partie de ces personnes qui travaillent par passion. J'essaye pas de me débarrasser de mon travail. Au contraire, j'essaie de me débarrasser de tout ce qui est annexe pour pouvoir me concentrer sur ce que j'aime et qui est la création de contenu. Et comme vous le disiez dans l'introduction, je me considère comme un artisan et pas plus peut-être comme un artisan que comme un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, son but, ça va être de sortir de sa boîte et d'embaucher des gens pour travailler à sa place. Alors que moi, en tant qu'artisan, mon but, c'est exactement l'inverse, c'est d'embaucher des gens pour gérer les gens. Et moi, me concentrer sur ce que j'ai à faire et pas avoir à gérer les mails, pas avoir à gérer les communications, pas avoir à gérer le management, pas avoir à gérer la compta, l'administratif. Alors, si j'ai bien compris, vous avez commencé votre business sur le web assez jeune quand même. D'ailleurs, à l'époque, il me semble que vous habitiez encore chez votre mère. Et on sait à quel point les parents peuvent être assez réticents face à ce genre de décision. J'aimerais savoir quelle a été leur réaction au départ et comment vous avez réussi à les convaincre de vous laisser arrêter l'école pour vous lancer sur YouTube. Ouais, alors j'ai découvert le monde du business en ligne à 17 ans. À l'époque, il fallait encore que je passe mon bac, donc j'étais pas encore prêt à tout arrêter à ce moment-là. Ensuite, je suis entré en école de commerce et c'est 3 ans plus tard que, donc je vais avoir 21 ans, quelque chose comme ça, que j'ai décidé d'arrêter mon école de commerce et de lancer mon business et de m'y mettre à plein temps. Et à ce moment-là, en effet, je vivais chez ma mère, elle aurait pu s'y opposer, elle aurait pu essayer de me décourager. Mes parents m'ont toujours laissé beaucoup de liberté et pour ça je les remercie parce que c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi, c'est cette notion. Et du coup, ma mère s'est dit, bon bah, il va pas y arriver, c'est sûr, mais je laisse faire, je laisse expérimenter. Elle s'est dit ça au départ, il va pas y arriver, c'est sûr. Elle me l'a pas dit, mais elle me l'a dit plus tard. Elle me l'a avoué plus tard qu'au départ, elle n'y croyait pas. Mais sur le moment, elle voulait pas vous décourager. Je peux la comprendre. Moi-même, je me serais vu d'un regard extérieur à l'époque, j'aurais pas cru en moi. J'étais pas doué, je faisais pas de bon contenu à l'époque, je savais pas où j'allais, j'avais aucune expérience de quoi que ce soit, j'avais peu de rigueur. Et ça aurait été très difficile de miser sur moi. Et comment vous avez fait pour la convaincre sur le moment de vous laisser arrêter l'école ? Je ne l'ai pas convaincue. En fait, je lui ai dit que je ne lui demanderais rien, que je faisais une année de césure, que je finançais cette année. Donc, j'ai bossé 1 an en alternance pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir la financer. Et que si au bout de cette année de césure, je n'arrivais pas à vivre de mon activité, à accomplir mon objectif, je reviendrais à l'école. Donc, l'école a dit « Ok, c'est d'accord ». Ma mère m'a dit c'est d'accord si tu te prends en charge et je me suis pris en charge et après très vite j'ai dû gagner ma vie par moi-même parce que j'avais plus d'argent et parce que j'avais pas envie d'en demander à mes parents et donc à ce moment-là j'ai eu une motivation qui a jamais été aussi forte en fait pour me mettre à bosser et pour me dire ok maintenant c'est plus un loisir, c'est plus un jeu, c'est un besoin. Si tu veux atteindre ce rêve d'être libre et autonome, ça doit marcher maintenant. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est pas un rêve lointain, ça doit marcher maintenant. Sinon, tu rentres chez toi la queue entre les jambes et tu retournes à l'école. Et c'était la dernière chose que j'avais envie de faire. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'on peut commencer par passion, mais ce qui nous fait vraiment continuer, persévérer, c'est le besoin en réalité. Pour démarrer, il faut un déclencheur. Quand on est confortable dans sa vie, moi il y avait aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais très inconfortable dans le mode de vie d'étudiant ou salarié. C'est-à-dire que j'ai eu des expériences en entreprise, des stages qui sont pas très bien passés. Et donc je savais que je pourrais pas avoir du succès dans la vie si j'étais salarié. Et plus que ça, je pourrais pas me sentir heureux. Parce que pour me sentir heureux, j'ai besoin de me sentir profondément libre. Et je pense qu'une des premières pierres à poser si on veut construire sa liberté, c'est la pierre de l'indépendance financière. C'est difficile de se sentir libre quand on se lève tous les matins à une heure qu'a choisi notre patron, pour venir dans un bureau qu'a choisi notre patron, pour faire des tâches qu'a choisi notre patron, et où chaque horaire, même la pause déj, même la pause clope, même la pause café, a été décidée par quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est très difficile de se sentir libre. Il y a probablement des gens qui y arrivent, ou probablement des gens pour qui c'est moins important. Mais pour quelqu'un comme moi et pour quelqu'un comme les gens qui me suivent, c'est quelque chose d'inconcevable. Oui, enfin, en tout cas, on a compris que le salariat, pour vous, c'était pas forcément la bonne option. Voilà. C'est pour ça que vous êtes tourné plutôt vers l'entrepreneuriat et je comprends totalement votre cheminement. Il me semble que votre père est médecin. Oui. Donc, on va dire qu'il gagne correctement sa vie. Hein, mais lui, clairement, il échange son temps contre de l'argent. Là où vous prenez l'inverse. Du coup, j'aimerais savoir quel regard il porte sur ce que vous faites aujourd'hui. Alors, on a été pas mal en conflit pendant quelques années à cause de ça, parce que lui, c'est quelqu'un qui donne énormément de valeur aux études et aux diplômes. Et moi, je donne plus de valeur à l'apprentissage individuel. Et donc, ça a été un peu compliqué à cause de ça.
Oui. Pas à cause de mon métier, pas à cause d'autres choses, c'était vraiment cet aspect études. Et aujourd'hui alors, comment ça se passe? Aujourd'hui ça va, parce que en fait le meilleur moyen de convaincre quelqu'un d'une idée, c'est d'exécuter l'idée et d'avoir des résultats. C'est vrai. Et donc aujourd'hui mes deux parents ont bien vu que ça fonctionnait pour moi, que j'ai trouvé mon compte, que je progressais là-dedans, et donc aujourd'hui ils me font confiance. Depuis le 10 septembre, j'ai lancé le 5 Minutes to Learn, un programme innovant qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en seulement 5 minutes. J'aborde des thématiques très variées, telles que la productivité, la gestion du temps, les finances, la créativité ou encore la gestion du stress. Des leçons que je vous dépose délicatement tous les jours dans votre boîte mail. C'est un énorme challenge que je me suis lancé pour vous proposer une expérience d'apprentissage unique et je suis super satisfaite de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce programme. Alors si vous aussi, cette année, vous avez pour objectif d'essayer quelque chose de différent et ainsi essayer d'avoir des résultats différents, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la description de ce podcast ou d'aller faire un tour sur le site lemanalshow.com. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. L'une des valeurs les plus importantes dans notre société, c'est l'éducation. Et une chose est sûre, le futur de l'éducation va se faire sur Internet. Vous, c'est quelque chose que vous avez compris il y a déjà plus de 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ça ? Mais même avant Internet, le principe de se former en dehors des écoles, ça a toujours existé, ne serait-ce que dans les bouquins. On peut apprendre tellement de choses dans les bouquins qu'on n'apprend pas à l'école, et surtout, on va apprendre des choses beaucoup plus spécialisées. Le problème d'une école, c'est que par exemple, une école de commerce, toutes les écoles de commerce enseignent la même chose. Et donc, on se retrouve avec des centaines de milliers d'élèves qui sortent chaque année en ayant exactement les mêmes connaissances, exactement les mêmes compétences, et qui s'étonnent de ne pas avoir une place de choix, de pas dominer sur le marché du travail. Mais c'est normal, le succès, c'est toujours la différenciation. Ça passe toujours par un travail qui consiste à comprendre ce que d'autres gens n'ont pas compris. Et ça, on ne peut pas le faire dans une formation académique, encore moins à l'école ou au lycée, parce que le but de ces études-là, c'est justement de formater, de créer un groupe de gens qui ont les mêmes compétences, qui peuvent être interchangeables d'une entreprise à l'autre. Mais quand on prend le temps de créer son propre cursus, c'est comme si on voulait passer son propre diplôme, un diplôme qu'on avait inventé nous-mêmes. Donc on veut construire son propre cursus en fonction de nos besoins. Par exemple, vous vous dites, ok, je veux gagner ma vie sur Internet en créant du contenu. Bon, de quoi est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin de savoir m'exprimer, j'ai besoin de savoir écrire, j'ai besoin de trouver des idées, j'ai besoin d'être capable de me différencier, j'ai besoin d'être capable techniquement de savoir utiliser les outils du web, de savoir utiliser un micro, une caméra. Donc au lieu de faire un cursus qui va nous apprendre à faire autre chose, on peut en fait se dire, ok, il y a un bouquin qui va me permettre d'apprendre ça, une formation qui va me permettre d'apprendre ça, un créateur de contenu qui va me permettre d'apprendre ça, et en fait faire sa propre éducation à la carte. Moi, je pense que les études ne sont pas indispensables pour tout le monde aujourd'hui, mais que l'éducation l'est. Et l'éducation, ce n'est pas forcément les études. C'est ça le grand paradigme de ce siècle, c'est qu'on peut s'éduquer sans passer par les études. Et on peut s'éduquer sur n'importe quel sujet. C'est ça, si on a la liberté. Encore faut-il quand même connaître ses besoins aussi, parce que c'est quand même difficile de se dire, ok, je veux par exemple lancer un business sur Internet. Être capable de lister toutes les compétences à acquérir pour pouvoir lancer ce business et ensuite trouver les bons formateurs, les bons contenus sur le web, ça aussi finalement, ça demande une compétence en soi, j'ai envie de dire. Donc ça met du temps aussi à mettre en place. Ça met du temps et c'est pour ça que la première étape pour moi, c'est de trouver des gens qui nous inspirent et de les imiter. Et je sais que ça peut paraître complètement contre-intuitif parce qu'on dit à tout le monde il faut se différencier, il faut être unique, mais quand on débute, on ne sait pas ce que c'est qu'être unique parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait, on ne sait pas ce qu'on est en train d'apprendre, on ne sait pas ce qu'on essaie de faire. Donc, et c'est comme ça que souvent on progresse, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en ayant des sources d'inspiration, en ayant des mentors et en procédant par mimétisme. C'est comme ça qu'un bébé apprend à parler, apprend à marcher, il imite ses parents, il lit pas ça dans des bouquins. Donc moi, peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, c'est pas forcément de lire plein de livres et de se passer 5 ans à s'éduquer. Non, c'est de commencer par lancer son projet aujourd'hui, en imitant peut-être quelqu'un qui les inspire, en trouvant une source d'inspiration, un mentor, de dire ok, j'ai envie de faire comme ça, alors évidemment en l'adaptant à soi, à sa philosophie, à sa personnalité, à sa thématique, mais de partir du projet
Et ensuite, au fur et à mesure, faire une éducation qu'on pourrait appeler juste à temps, c'est-à-dire dès qu'on a un besoin spécifique, par exemple, ok, je veux communiquer, pour ça il me faut un site web, bon bah j'apprends à faire un site web. Puis une fois que j'ai fait mon site web, ok, je veux créer un produit, bah, il faut que j'apprenne un produit, à ce moment-là j'apprends à le faire. Donc apprendre au fur et à mesure, c'est mais après c'est de l'action qui lancer. prime, c'est Ouais. vraiment passer à l'action. Après, sur le côté des mentors et d'être inspiré, je vous rejoins, en effet, c'est bien d'être inspiré par des personnes qui ont déjà fait ce que nous on a envie de faire. Moi, je dirais qu'il faut aussi sélectionner plusieurs personnes, diversifier ses inspirations pour pas justement tomber dans le mimétisme pur et dur et copier-coller ce qu'on a déjà vu ou ce qu'on a déjà entendu, mais vraiment essayer d'avoir des regards différents, des perspectives différentes. Et c'est comme ça en fait qu'on se rend compte de ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est comme ça aussi qu'on arrive à se construire notre propre personnalité. Ouais. Ne pas vraiment, ne pas tomber dans le fanatisme que je peux régulièrement voir quand on est justement inspiré par un seul mentor. Et d'ailleurs, vous dites que vous, en général, quand vous rencontrez un mentor, vous avez cette idée justement que vous en faites une image un petit peu, on va dire, idéaliste. Oui. Et quand vous rencontrez un mentor, vous avez tendance à le faire tomber de son piédestal. Parce que finalement, vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce que vous aviez imaginé au départ. Oui. Bah, c'est pas moi qui le pousse du piédestal, généralement il tombe tout seul. Mais, Il tombe tout seul. mais l'idée c'est bien de rencontrer ses mentors juste pour se rendre compte que c'est des gens, que c'est des êtres humains, Totalement. que c'est pas Dieu, que c'est pas la parole divine. C'est des gens qui disent beaucoup de choses intéressantes, qui disent aussi beaucoup de conneries, qui ont leurs failles, leurs faiblesses. Et c'est important de le faire parce que c'est ce qui permet de s'en détacher. Comme vous avez dit, j'ai commencé très jeune. Et quand on est jeune, on a un rapport presque fanatique au mentor. Les adolescents ont des posters de leurs stars préférées en géant sur leur mur. Moi, j'avais la même chose. J'avais un poster de Steve Jobs en géant sur mon mur. Et un jour, j'ai lu un bouquin qui avait été écrit par la fille de Steve Jobs. Qui, comme on sait, qui a été abandonné par Steve Jobs. Il a renié, enfin, il a vraiment fait vivre des choses très difficiles. C'était quelqu'un qui avait du génie et une vision dans le travail, mais qui pouvait être très difficile dans sa vie personnelle et manquait cruellement d'empathie. Et après avoir lu ce bouquin, j'ai re-regardé ce poster et je suis allé chercher un tournevis et j'ai déboulonné comme on pourrait le faire avec les statues aujourd'hui. J'ai décroché de mon mur en me disant j'ai toujours du respect pour Steve Jobs, c'est toujours quelqu'un qui m'inspire et qui m'inspirera toujours. Au moins aujourd'hui il est mort donc il peut plus faire de conneries, ça c'est bien. Mais je sais qui c'est. Et je sais que j'ai pas envie de lui ressembler sur toutes les facettes. Il faut pas tomber encore une fois dans le fanatisme. Et il faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Steve Jobs est un connard, fin de la conversation, et donc c'est fini. Bah voilà, Steve Jobs, oui, il pouvait se comporter comme un connard dans certaines situations. Ça veut pas dire que c'était le seul qualificatif qui les résume. C'était aussi un génie, c'était aussi quelqu'un qui avait un sens du design, un sens de l'esthétisme, une vision profonde, et c'est quelqu'un qui manque énormément. Mais voilà, il faut réussir à se dire, ok, cette personne je m'en fiche en fait de la mettre dans une des cases. J'ai pas besoin de la mettre dans une case. C'est pas grave. Je vais prendre ce qui m'intéresse chez elle et je vais pas porter de jugement sur sa personne et je vais pas dire, ok, j'ai le droit de suivre quelqu'un ou de m'inspirer de quelqu'un seulement si cette personne a une vie exemplaire. On est totalement d'accord. Mais permettez-moi de vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aime la radicalité. Et c'est plutôt paradoxal finalement de vous entendre dire ça. Mais je suis quelqu'un de très modéré en vrai. J'aime la modération, je trouve que ça manque d'ailleurs aujourd'hui. Les gens modérés n'ont aucune visibilité et il n'y a que les extrêmes qui ressortent. On n'ose pas exprimer des convictions modérées, j'ai l'impression aujourd'hui. Il faut se positionner de manière radicale. Est-ce que c'est parce que vous avez évolué, votre réflexion a évolué sur ce point-là ? Je dirais que oui. C'est aussi en grandissant. Ça fait quand même 8 ans aujourd'hui que je travaille sur le web. Plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait, tout le monde a raison quelque part. Dans le sens où les gens, par exemple, si on prend la politique, les gens qui sont de gauche ont raison. Les gens qui sont de gauche ont raison. Il ne faut pas laisser crever les gens, il faut aider les pauvres. Je suis complètement d'accord avec ça et je pense qu'ils le font pour de bonnes raisons, qu'ils ne le font pas pour des raisons cyniques. Je pense que c'est des gens qui croient profondément à ces valeurs-là. Et je suis d'accord avec eux. Et je pense que les gens de droite ont raison aussi. L'économie, c'est important. Les valeurs, c'est important dans une société. Et je pense que ces gens-là croient profondément à ça et qui ne sont pas non plus hypocrites quand ils le disent. Donc je pense qu'en fait, tout le monde a raison et que la vérité, elle doit se situer quelque part au milieu. Est-ce que vous votez ? Oui. Oui ? C'est quelque chose qui est important pour vous ? Bonne question. Je ne sais pas si j'ai vraiment une réflexion là-dessus, en fait. Je vote parce que je me dis que ça me coûte rien et j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Voilà. Mais je suis pas un militant
Je suis pas le genre de personne qui va dire sur les réseaux sociaux allez-y, votez. Ouais. Moi, je crois pas énormément à la politique comme vecteur de changement individuel. Je pense qu'on accorde trop d'importance à la politique. Je pense que les gens sont convaincus que parce qu'un président passe ou un autre, leur vie va radicalement changer. Et au bout de 5 ans, ils se rendent compte que leur vie n'a pas changé, qu'elle est toujours aussi médiocre. Et du coup, ils s'énervent et ils veulent voter pour un mec encore plus extrême. Et je pense que c'est une bêtise en fait. Je pense que c'est une grosse bêtise. On peut avoir tellement plus de changements dans sa vie en travaillant directement sur soi, plutôt qu'en faisant confiance à la communauté et à la société, que les gens font une grosse bêtise. Et le problème dans cette société-là, c'est que personne n'a d'intérêt à pointer du doigt cette bêtise. Mais puisque vous votez, Antoine, est-ce que vous votez plutôt droite ou plutôt gauche ou plutôt team Macron comme Oussama Hamar ? Moi, je suis plutôt team Macron. J'ai voté Macron. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je m'en suis pris plein la gueule. Et je m'en suis pris plein la gueule dans les commentaires. Je me suis rendu compte qu'en fait, avoir une opinion modérée, parce que pour moi, c'était le résultat de la modération, ce vote-là, c'était casse-gueule. Les gens vous en voulaient pour ça. Et du coup, j'en ai plus parlé. Aujourd'hui, je suis moins impliqué là-dedans. Mais disons que si c'était à refaire, je pense que je le referais. Aujourd'hui, vous pensez quoi de Macron ? Je suis pas beaucoup l'actualité. Donc, je peux pas avoir un avis qui est basé sur ce qu'il a accompli, mais j'ai le sentiment qu'il a dit ce qu'il a fait et que les gens qui l'aiment pas sont des gens qui l'aimaient pas depuis le début, qui aiment pas ses valeurs, et ça, il peut rien y faire. Et je pense pas qu'il a déçu son électorat parce que il est fidèle à ses valeurs. Est-ce que vous allez voter une nouvelle fois pour Macron en 2022 ? Ça dépend. Il y aura peut-être un candidat qui va sortir du lot. Moi, j'aime bien quand même j'aimerais bien qu'il y ait un candidat qui casse un peu les codes et qui tombe pas dans le cliché que font tous les candidats d'être anti-système, d'être anti-tout et je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait un candidat qui arrive avec de l'optimisme, avec de l'enthousiasme, avec des belles idées. Je regardais un reportage sur De Gaulle il y a quelques jours là parce qu'on fête son anniversaire. Oui, on en a beaucoup entendu parler. Il y avait un très bon reportage sur Arte qui montrait tout ce qu'il a essayé de construire et toutes les déceptions qu'il a eues dans sa vie. En fait, on a oublié parce qu'aujourd'hui, on a tous l'impression que De Gaulle c'était quelqu'un d'unanimement populaire et que tout le monde... Et en fait, pas du tout. Enfin, il s'en est pris plein la gueule. Il a été traité de nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les gouvernements lui ont tourné le dos. Il a failli se faire tuer. Il a été condamné à mort par Pétain, qui était son ami 3 semaines avant. Enfin, vraiment, et quand il est rentré en France, il a été accueilli comme héros, mais 3 ans plus tard, enfin quelques années plus tard, il a commencé à vouloir faire de la politique et là il s'en a pris plein la gueule. C'est quand même lui qui a instauré le suffrage universel en France, donc un vrai projet démocratique. Et il a eu du mal déjà à faire passer la loi, les gens l'ont traité de dictateur pour ça. Et ensuite, quand il s'est présenté aux premières élections universelles, aux premières élections françaises, il a failli être battu. Alors que voilà, vous nous faites un petit cours d'histoire, c'est sympa, mais ça veut dire quoi en fait au final ? Mais ça veut dire que il y a que le temps qui peut rendre justice aux gens. Et c'est aussi super inspirant de voir ça. Parce que moi, quand je vois l'histoire de Gaulle, je me dis, mais enfin, en fait, quoi que tu fasses, il y aura des gens qui vont te détester, tu auras toujours des gens qui vont se battre contre toi. Et plus tu fais quelque chose d'ambitieux, plus tu auras des gens qui vont se battre contre toi, peu importe la nature de ce que tu fais. Même si tu fais quelque chose que tu juges extrêmement positif, extrêmement utile, il va y avoir des gens, il va y avoir des détracteurs. Et donc finalement, il faut réussir à suivre ses convictions, à s'accrocher à ses convictions jusqu'au bout, malgré l'opposition. Honnêtement, je ne pensais pas du tout en vous invitant dans ce podcast que vous alliez faire un parallèle entre Antoine BM et le général de Gaulle. Oui, c'est tout à fait mon genre. C'est plutôt drôle. C'est tout à fait mon genre. Mais je comprends totalement la leçon. On se moque beaucoup de moi à cause de ça. J'adore me comparer avec des grands génies. En tout cas, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que c'est toujours l'histoire en fait qui finit par vous donner raison. Et finalement, c'est bien de mourir. C'est bien de mourir. C'est bien de mourir parce que les gens commencent à vous respecter quand vous mourrez en fait. Certaines personnes que j'ai reçues dans ce podcast, comme c'est le cas de Stan Leloup que vous connaissez bien, prônent davantage la méthode du minimalisme. Donc, se focaliser sur peu de produits, mais les faire extrêmement bien. Il privilégie en fait la qualité à la quantité, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Vous, clairement, vous avez choisi une stratégie qui est totalement différente. Vous ne cherchez pas le chef-d'œuvre, mais vous cherchez simplement à transmettre une connaissance que vous jugez utile, et vous essayez de le faire le plus simplement possible, pour que ce soit le plus accessible possible. Du coup, avec cette méthode, j'ai l'impression qu'il y a moins de souffrance dans ce que vous faites. Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est bien vu. Alors, il y en a un petit peu quand même. C'est toujours dur de faire une formation. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des gros blocs de travail qui me font peur. Moi, encore une fois, je suis pas quelqu'un d'extrêmement travailleur et d'extrêmement rigoureux. Et donc, le fait de savoir qu'il faut que je crée un gros bloc, il faut que je passe 2 semaines à bosser, ça va me décourager, je vais pas le faire. Si je sais que je suis capable de créer un produit qui va se vendre en une journée, je vais le faire. C'est ça la différence en fait, c'est que si je travaillais différemment, je travaillerais beaucoup moins que la façon dont je travaille aujourd'hui. Un exemple tout simple, moi j'écris un mail par jour, c'est le contenu que je fais aujourd'hui. Donc c'est un petit mail, peut-être entre 300 mots et 1000 mots.
que j'écris tous les matins, ça me prend 1 heure ou 2. J'y prends beaucoup de plaisir, c'est facile parce que je le fais tous les jours. Et par contre, j'aurais beaucoup de mal. Si on devait me dire aujourd'hui, voilà, il faut écrire un livre de 500 pages, j'y arriverais pas. Mais on m'a offert pour le Noël dernier un livre qui regroupe 1 an de mes emails. Et il y avait quelque chose comme 900 pages, enfin c'était un gros bouquin. Mais voilà, je me suis dit, ok, c'est possible en fait de créer des choses importantes, de créer des choses conséquentes, en faisant quelque chose de non important et de non conséquent tous les jours. En faisant quelque chose de simple, de facile pour nous tous les jours. Donc moi, je suis accro à cette idée de considérer chaque journée comme une vie, comme une petite vie individuelle. Donc chaque journée, on va faire ce qui nous semble important de faire dans une vie. Donc on va, on va créer, si on aime créer. On va avoir une vie sociale, on va partager des choses, on va faire un peu de sport, on va bien manger, On va faire des choses qui sont importantes pour nous. Et si on considère que notre journée s'est bien passée, qu'on a vécu une belle petite vie dans cette journée, qu'on est satisfait de la journée, en fait, notre vie, globalement, s'améliore. Alors, vous produisez quand même énormément de contenu. Pourtant, vous dites travailler seulement 2 à 3 heures par jour. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui. La plupart du temps, oui. Ça dépend. Hein. Il y a des jours où je travaille beaucoup plus que ça. Mais une journée lambda, oui. Alors, comment se découpe une journée type d'Antoine Blanche-Maison ? C'est toujours un peu la même chose. Je me lève vers 9h. Je promène mon chien sur les quais de Seine. Et ensuite, je me mets au boulot. Je me mets devant mon ordinateur. J'écris. Donc, je commence toujours ma journée par écrire un mail. Et une fois que c'est terminé, là, je me repose un petit peu, je me détends, je vais voir mes statistiques, je regarde le groupe Facebook. Ça vous prend combien de temps à peu près pour écrire un mail ? À 11h, c'est terminé généralement. Ça me prend 1 heure, 1 à 2 heures. 1 à 2 heures, ok. Ouais. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Et le reste de ma journée est consacré à la détente et à la formation. Donc je passe du temps en famille, je me balade, j'aime beaucoup faire des longues balades et je me forme, donc je lis des bouquins business ou du contenu sur ma thématique. Mais dans la production de contenu que vous proposez, que vous faites aujourd'hui, il n'y a pas uniquement les mails, il y a également les podcasts, il y a également les formations, puisque vous avez quand même un catalogue de 140 formations différentes aujourd'hui. Donc tout ça, vous le faites quand ? Les formations, je prends 2 jours tous les 15 jours pour en faire une. Donc c'est pas du quotidien. Je prends 2 jours, 1 journée pour concevoir la formation, pour imaginer le plan, pour préparer, pour voir ce que je vais dire dedans, et le lendemain pour la tournée. Donc vous êtes capable de créer une formation en 1 journée ? Oui. Mais c'est des petites formations, c'est des formations d'1 heure et demie. En fait, je vois ça comme un cours que je donne, comme un cours d'1 heure et demie. Et en fait, les informations, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et c'est l'intérêt de passer beaucoup de temps à lire, à se former, à prendre des notes, c'est que les informations que je mets dans une formation, je les trouve pas au moment où je fais la formation pour la plupart. Je les trouve pendant les mois ou les années précédentes où j'ai lu des bouquins, où j'ai pris des notes. J'ai un système de prise de notes qui m'aide énormément. Donc c'est une application sur mon smartphone dans laquelle dès que je découvre une idée intéressante, soit dans un livre, dans une vidéo, n'importe où, je la note, je la tag, je mets l'auteur, je mets la thématique. Et ça me permet, en fait, quand je crée, par exemple, un produit ou un contenu, de chercher directement ce tag. Donc, par exemple, ça peut être, ça peut être la productivité. Je vais chercher le tag productivité et je vais avoir 150 notes que j'ai lues dans des bouquins depuis 3 ans sur la productivité. Donc, si j'ai bien compris, vous créez une sorte de bibliothèque d'informations dans laquelle vous pouvez piocher. Exactement. À chaque fois que vous lancez dans une formation nouvelle. C'est un Wikipédia personnel, ouais, c'est ça. D'accord, donc ça c'est vraiment la méthode Antoine BM pour pouvoir créer une formation en 1 journée. Oui, il y a peut-être d'autres qui font ça, hein. Mais moi je sais que beaucoup de gens sont bloqués par mais qu'est-ce que je dis dans ma formation ? Il faut que je trouve ce que je dis dans ma formation. Donc ils ratissent le web pour trouver des infos. En fait, si on fait ça en amont, au moment où on se forme, mais calmement, juste en lisant des bouquins, tranquillement, sans se prendre la tête avec l'idée de créer une formation, en fait on peut accumuler suffisamment d'informations pour que le jour où on est à créer une formation soit très facile. Il suffise de faire une liste en fait de ce qu'on a à noter et de réfléchir un petit peu pour ajouter quelques trucs et hop, on a une formation. Mais justement, vous vivez essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de la vente de formation en ligne. D'ailleurs, vous traitez plein de sujets différents comme comment faire grandir sa liste emailing, comment créer une formation en 1 journée, ou encore comment renforcer son corps, son mental et améliorer sa santé durant l'hiver. C'était un pari un peu hasardeux, cette dernière. Pardon ? C'était un pari un peu hasardeux, cette dernière-là, sur le renforcer son corps et son mental pendant l'hiver. Elle s'est pas très bien vendue, je dois admettre. En tout cas, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si de votre côté, vous continuez toujours à vous former. Alors, je me forme beaucoup moins avec des formations en ligne qu'avant et beaucoup plus avec des livres. Donc aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps à lire, mais oui, je continue à me former. Et quel budget vous allouez à l'apprentissage chaque année ? Relativement peu, puisque c'est principalement des livres.
J'ai jamais suivi de formation à plus de... Je crois que le maximum, ça a été 700 €, et c'est une seule fois. J'ai jamais suivi des formations à 1000, 2000, 3000 ou des masterminds à 10 000 €. Pourquoi ça vous intéresse pas? Parce que déjà, je trouve ça trop cher. Même si j'ai les moyens et je pourrais, et ce serait un investissement fait par la société, je trouve juste ça trop cher de payer 3 000 € pour une formation que je vais probablement pas suivre jusqu'au bout, parce que ça veut dire que ça va être une formation longue. Et ensuite, parce que j'ai pas trouvé de formateur qui a réussi à me séduire et qui a réussi à me donner envie d'acheter ce type de produit. Donc vous formez principalement à travers les livres? Aujourd'hui, oui. Pas de formation? De moins en moins. Vous avez créé un mode de vie sur mesure. D'ailleurs, vous dites que ça vous permet de voyager régulièrement et de séjourner dans de beaux hôtels. Concrètement, vous avez besoin de quelle somme d'argent tous les mois pour maintenir votre niveau de vie? Beaucoup trop aujourd'hui. Je me suis habitué au luxe des beaux hôtels. J'ai un très bel appartement aussi à Paris qui me coûte très cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai largement augmenté mon niveau de vie, donc il faut que je dépense plus. Malgré tout, j'aspire quand même à un mode de vie un peu plus minimaliste. Et je pense que j'ai pas besoin d'être dans un hôtel 5 étoiles pour voyager heureux. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de me sentir libre. C'est vraiment le truc dont j'ai besoin pour être heureux. Si je perds ça, je suis plus heureux. Par contre, l'argent, vous avez besoin de combien concrètement chaque mois? Je dirais en perso, au moins 10 000 €. 10 000 €. Ouais. Après, il y a le loyer qui prend une grosse part de tout ça. Il y a les voyages qui prennent une grosse part de tout ça. On est en couple et donc ça augmente aussi les frais. Et du coup, vous faites quoi des 10 000 € restants qui vous restent à la fin du mois? Eh bien, qu'est-ce que je fais du reste? Il y en a beaucoup qui partent en impôts. Il y en a beaucoup il y en a aussi un peu qui partent, pas mal qui partent pour l'équipe, pour gérer la boîte, normal. Et le reste, je sais pas, c'est un grand mystère. Non, le reste, j'investis en fait. Il y a pas mal que j'investis en bourse aussi. J'ai commencé à investir en bourse depuis 2 ans, il y a 2 ans à peu près. J'ai commencé très sérieusement il y a 1 an. Et j'ai eu la chance parce que la bourse a vraiment explosé ces 2 dernières années, notamment la bourse américaine et les actions de la tech. Donc ça m'a plutôt réussi, j'essaie de continuer. Là, je suis en train de créer une société d'investissement, donc je vais continuer à investir en bourse. Donc chaque mois, grosso modo, vous avez besoin de 10 000 € pour vos dépenses personnelles, et 10 000 € restants que vous allez dispatcher. Ou plus, il y a des mois où c'est plus, ça dépend des mois. Il y a des mois où j'ai beaucoup de dépenses, des mois où il y en a moins. Et alors le dernier mois, comment ça s'est passé? Le dernier mois, c'était classique, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté. Bon, c'était pas fou, c'était pas mon meilleur mois de l'année. Oui, en même temps, c'est aussi la conjoncture qui fait ça. Ouais, mais surtout, les gens achètent moins de formations? Je sais pas, quand on est entrepreneur, les revenus sont vraiment en dents de scie, c'est assez difficile à comprendre. En août, j'ai fait mon meilleur mois de l'année, alors que normalement, le mois d'août, c'est le pire mois, les gens sont en vacances. Là, je sais pas pourquoi, j'ai fait vraiment un chiffre d'affaires de fou. Ensuite, en septembre... Et c'est quoi justement votre meilleur mois? Parce que vous dites chiffre d'affaires de fou. Après, c'est combien? En août, j'ai fait 127 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Maintenant, il y en a qui font beaucoup plus que ça, mais j'ai peu de frais, donc c'est quand même bien. Et après, en septembre, grosse chute, parce que septembre, c'est difficile le mois de septembre. Je suis parti en vacances en fait au mois de septembre, donc j'ai pas foutu grand-chose. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'en septembre, justement, c'est la rentrée, donc les gens vont plutôt... En fait, il y a souvent une rechute aussi après un gros chiffre d'affaires. Quand on fait une grosse rentrée d'argent, souvent, c'est qu'on a fait une grosse promo sur tout le catalogue. Donc après, il faut cravacher pour lancer de nouveaux produits. Donc septembre, 127 000 en août, combien en septembre? Septembre, j'ai dû faire 30 000. Et je vais pas me plaindre, mais ça a bien grosse chute. Donc gros revenu en dents de scie. Et après, en octobre, c'est remonté. Maintenant, ça s'est stabilisé autour de 50 000, ce qui est bien. Ça reste au-dessus de ce que je faisais il y a 1 an, largement. Donc après, je suis pas non plus obsédé par ces chiffres-là. J'essaie de ne pas l'être, même si on les regarde quand même, évidemment. Encore une fois, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. C'est plus, en fait, c'est plus révélateur du travail qu'on a fourni. Donc c'est plus un score. Ouais. Chaque mois, à la fin du mois, on a un score qui nous montre si on a bien bossé ou pas. Et puis donc, moi, honnêtement, Antoine, je vais être honnête avec vous, je crois pas les personnes qui disent que de toute façon ils regardent pas les chiffres, ils regardent pas leur non, tout le monde regarde les chiffres. Tout le monde regarde, c'est tout à fait normal, c'est humain. J'y crois pas trop en fait quand on dit ça. Non, je pense que tout le monde le fait. Maintenant, ça veut pas dire que ça reste l'obsession numéro 1 pour tout le monde. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que j'ai pas envie de les faire, mais je sais que si je les faisais, je pourrais gagner plus. Mais il n'est pas question de sacrifier des choses qui sont plus importantes. Comme quoi, par exemple je fais pas de mastermind coaching. Alors, je voudrais faire du coaching, mais pour d'autres raisons, parce que j'ai envie d'avoir du feedback direct avec mes élèves. Mais ce sera pas quelque chose que je vais vendre très cher. Je fais pas de produit cher. Mon produit le plus cher, il doit coûter... il est gratuit maintenant, parce que je l'ai rendu gratuit pendant le confinement. Mais il devait coûter 200 € au lancement. Sinon, mes produits ils coûtent 79 € au lancement. Donc, j'ai pas de produit à 1000, 2000 ou 3000 €.
Alors que c'est ce que recommandent tous les gros marketeurs. Ils disent qu'il faut avoir un produit pour chaque cible de chaque client. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans un système complexe. J'aime bien le fait de travailler simplement, sortir mes petits produits. On a moins de problèmes aussi quand on sort des produits moins chers. Les clients ne nous font pas des procès pour 70 €, heureusement. Pour 2000 €, ça peut être autre chose. C'est aussi une motivation pour vous de vous débarrasser justement des retours clients. J'aime pas gérer l'humain, moi. Je suis pas bon pour ça. Donc évidemment, j'ai des retours clients. Évidemment, je suis quand même en contact avec ces retours-là. Je sais ce qui se passe, je sais ce que pensent les gens. Mais il y a moins de pression. Devoir négocier. En fait, quand j'étais en stage dans une entreprise, j'avais un manager qui était complètement taré et qui avait une pièce en fait où il s'enfermait, dans laquelle il fumait clope sur clope toute la journée. Et notamment, il téléphonait avec ses clients les plus récalcitrants. Et je l'entendais parfois mais se hurler sur ses clients, les insulter. Et je me suis dit, mais il est fou ce type. Il a rien compris en fait. J'ai pas du tout envie de finir comme ça, moi. Et en fait, il y a des situations où les entrepreneurs finissent comme ça. Parce que pour 79 €, on s'en fout. Le gars, on le rembourse s'il est pas content. Pour 2000 €, ça commence à faire mal. Et du coup, on va essayer de lui dire, ah oui, mais non, mais t'as pas bien lu les conditions générales. Non, en fait, on a dit qu'on remboursait seulement si vous avez appliqué chaque petit détail et vous n'avez pas appliqué le numéro bis, CC. Enfin bref. Donc c'est toutes ces préoccupations de l'esprit que vous voulez mettre de côté. Et non, j'ai pas envie je suis pas avocat. J'ai pas envie de négocier sur des contrats. Moi, j'ai juste envie de trouver des idées, d'en faire des produits, de les vendre et de gagner ma vie simplement. Voilà. Donc en moyenne, vous générez 50 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous satisfait ? Pour moi, c'est largement suffisant pour bien vivre et être heureux, ça c'est sûr. Maintenant, je suis quand même dans une démarche de progression. Moi, j'ai envie de progresser. Je suis un entrepreneur. C'est le boulot d'un entrepreneur, c'est quand même de construire quelque chose qui grossit. Donc évidemment que j'ai envie de continuer à progresser. Après, il y a d'autres points dans la vie sur lesquels on peut progresser. Mais j'ai envie de progresser là-dessus, bien sûr. Donc 50 000 € par mois de chiffre d'affaires. Ouais. Qu'on soit bien précis. Hein. Ouais. Ok. C'est une bonne unité de mesure pour vous, l'argent ? Oui. Parce que c'est simple. C'est facile de voir qu'on a gagné beaucoup. On peut toujours trouver des excuses et dire ouais, mais ce mois-ci, la conjoncture, machin. Au final, c'est un score qui est juste, qui est simple, qui est évident. Je dis juste que quand on est entrepreneur, c'est probablement l'instrument de mesure le plus juste. Parce qu'en fait, si on regarde les autres, il y a quoi d'autre ? Il y a le nombre de vues, par exemple, sur les vidéos YouTube, mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on change la vie des gens. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on apporte de la valeur. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on est en train de construire quelque chose de grand. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues qu'on a beaucoup d'impact non plus. Donc pour moi, c'est pas un indicateur juste, c'est pas un indicateur aussi juste et aussi fiable que l'argent. Donc l'argent est juste. Après, ça veut pas dire que c'est une histoire de mérite. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, je les considère comme des gros cons. C'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on est quelqu'un de plus vertueux ou qu'on est plus méritant. Ça veut juste dire qu'on a créé un système qui fonctionne mieux, qu'on a créé un meilleur business, c'est tout. Donc si c'est une unité de mesure importante pour vous, quand vous êtes passé de 127 000 au mois d'août à 30 000 au mois de septembre, vous avez dû faire toute une remise en question pour comprendre ce qui s'était passé. Oui, ça c'est une bonne chose qui vient avec les échecs ou avec les difficultés. C'est que quand tout nous réussit, on prend un peu trop la confiance. On est en train de dire ouais c'est bon, je suis le meilleur, tout va bien, j'ai plus rien à apprendre. Et ça c'est évidemment une erreur. Et quand on connaît un échec ou une baisse dans nos résultats, on recommence à se concentrer sur ce qui compte et on réinvente son business model et on trouve des solutions créatives et on est dans le feu de l'action. Le business souvent, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment une alternance entre des moments où ça roule et des moments où il faut que je pousse. Donc les moments où il faut que je pousse, en effet, je vais passer 1 semaine à 2 semaines à cravacher, à bosser, à tester de nouvelles choses. Et puis après, ça va commencer à rouler et là, je vais me détendre, je vais m'occuper un peu de moi, de ma santé, voilà. Donc c'est l'alternance entre les deux qui est intéressante, je trouve. Qu'est-ce que ça vous a apporté de bien gagner votre vie ? Un sentiment déjà un soulagement quotidien parce que les problèmes d'argent c'est quand même ce qui prend le plus d'espace dans le cerveau. Quand on galère, alors moi j'ai eu la chance de jamais être dans une situation vraiment dure, mais j'ai été étudiant, donc j'ai eu des moments dans ma vie où je comptais, où je regardais les prix de chaque petite chose que j'achetais. Et en fait, ça prend énormément de temps, énormément de cerveau et ça génère énormément de stress. Donc la première chose, ça a été la baisse du stress, le fait de vivre sereinement, de dire ok, ça va aller, on va payer le loyer, je peux m'acheter ce que je veux. Le fait de pouvoir aussi bosser avec des bons outils. Aujourd'hui, il y a le dernier MacBook qui sort, il est bien, je l'achète, je me pose pas 10 000 questions. Avant, il fallait que je fasse tous les comparatifs, que je sois vraiment sûr de mon achat, il n'était pas question que je me plante. Donc déjà ça, du temps gagné, du stress en moins. La sérénité de l'esprit. La sérénité de l'esprit. Beaucoup d'expériences nouvelles, tester des hôtels 5 étoiles. J'ai découvert là cet été les relais et châteaux, des hôtels absolument sublimes. Et je me suis dit, c'est quand même vraiment cool de pouvoir profiter de ça une fois de temps en temps. C'est vrai que c'est plutôt pas mal les relais et châteaux. Les bons restos, enfin voilà, des choses que
qu'on peut expérimenter que quand on a et d'y avoir accès en plus en étant jeune. Ouais, c'est ça aussi. C'est pas donné à tout le monde. En fait, les gens sont toujours surpris quand ils te voient et disent « Ah, mais… » Moi, par exemple, beaucoup de gens dans mon immeuble, tout le monde dans mon immeuble, quand j'ai emménagé, était convaincu que j'étais le fils d'un des propriétaires. Tout le monde. Et j'ai dû expliquer à tout le monde, non, c'est moi qui paye le loyer et tout. Et ça, c'est assez galvanisant parce qu'on a l'impression d'être en avance, en fait. On se dit, ils sont tous vieux. Et moi, j'ai déjà ce qu'ils ont. Alors évidemment, j'ai pas autant de patrimoine, mais j'ai le même style de vie qu'eux, alors que je suis 2 fois plus jeune. Et ça, c'est galvanisant. Après, on peut se sentir un peu seul aussi par rapport à ses amis. On n'a plus la même vie au bout d'un moment, ça c'est sûr. Ça a joué justement sur les relations que vous aviez avec les gens ? Non, heureusement, j'ai des bons amis et ils s'en foutent et on continue à se voir et à passer du bon temps. Ça, c'est cool. Donc, aucun changement ? Parce qu'en général, moi, on me dit le contraire. Hein. Ouais, mais… ça change quand même le regard que les gens ont sur vous. Étonnamment, j'ai pas eu de problème avec mes amis. Et la famille ? Peut-être qu'ils ont pensé des choses sur moi, mais j'ai jamais ressenti. Et la famille non plus, ça va. On n'a pas trop de problèmes avec l'argent, avec le fait d'en gagner. On n'a pas trop de problèmes de jalousie à ce niveau-là. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. C'est ce qui permet aussi justement d'en parler librement et d'être fier et de montrer justement tout l'accomplissement du travail qu'on a mené. Ouais. Et on sait aussi être à l'aise avec ça en fait. Que l'argent, ça fait pas tout, ça fait pas notre valeur et qu'il y a d'autres choses qui comptent dans la vie quand même. Enfin voilà, moi je sais que quelqu'un qui est très riche, c'est pas quelqu'un qui est forcément plus heureux que moi. Ça aujourd'hui j'en ai la certitude. Pour avoir expérimenté de multiplier mes revenus par 10, je sais très bien que c'est pas en multipliant ce revenu qu'on multiplie son bonheur, que ça passe par d'autres canaux, d'autres choses. Et donc le fait de savoir ça, c'est une sérénité aussi de se dire je suis plus jaloux, je suis pas jaloux des gens qui sont très riches, parce que je sais très bien que probablement qu'ils doivent bosser comme des dingues, que leur vie doit être difficile, qu'ils doivent avoir énormément de stress, énormément de problèmes, donc je suis pas du tout jaloux de ça. Du coup, quel est le dernier gros cadeau que vous êtes fait ? Alors, faut que je réfléchisse, parce qu'il y a pas mal de choses quand même. Ah, donc vous faites souvent plaisir. Oui, je dépense. Je me suis acheté un van de camping. Alors, c'était pas tout de suite, c'était peut-être 1 an et demi. Je me suis acheté un van de camping, mais pas le van, parce qu'en fait, je m'intéressais à tout le courant van life à ce moment-là sur YouTube, donc des gens qui vivaient dans leur van et tout. Et la plupart du temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient un vieux van d'occasion et ils le rénovaient. Et moi, le problème, c'est que je sais rien faire de mes 10 doigts, donc je sais pas rénover. Donc j'ai pris le truc complet de papa de la cinquantaine qui fait sa crise de la cinquantaine, quoi. Et je l'ai utilisé, j'ai voyagé dedans pendant 3 mois, pendant 6 mois quand même. Et ensuite, j'ai revendu parce qu'en fait… parce que c'était un piège. Parce que je préfère l'hôtel, en fait, c'est plus confortable. Parce que les relais châteaux, c'est mieux finalement. Exactement. C'est quand même pas mal de contraintes de voyager en van. Mais je regrette pas parce que voilà, c'est des expériences. J'ai fait ma demande en mariage dans ce van. Enfin voilà, c'est quand même d'excellents souvenirs. C'est quoi la liberté financière pour vous ? À partir de quelle somme vous vous dites « Ok, là, j'ai gagné ma liberté financière » ? Je sais pas, il faut que chaque mois je puisse mettre de l'argent de côté. Ça c'est hyper important parce que si je le fais pas, j'ai l'impression de ne pas m'enrichir, enfin de perdre mon temps, d'avoir bossé 1 mois pour rien et ça m'agace. Donc c'est plus, est-ce que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté ce mois-ci ? Et si j'ai réussi à mettre quelques milliers de côté, même pas beaucoup, je suis content parce que j'ai quand même le sentiment d'avoir progressé un peu, quoi. Mettre de l'argent de côté, ça c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie, c'est cool, mais le but c'est quand même pas uniquement de gagner sa vie, c'est aussi de savoir gérer son argent. Est-ce que vous avez mis en place un plan financier ? Ouais, alors c'est très simple, hein. Je mets tout en bourse, quasiment. Et en bourse, j'ai à peu près la moitié sur des actions individuelles. Alors moi je suis un grand fan d'Apple, donc j'ai beaucoup d'actions Apple, un peu d'Amazon, bon, surtout des actions tech. Et l'autre moitié sur des trackers, donc sur des indices qui sont basés sur le marché global, donc des actions monde et des obligations. Je suis un peu la théorie du permanent portfolio de Harry Brown, donc 1/4 action, 1/4 obligation, 1/4 or, et 1/4 cash, sauf que j'ai pas 1/4 cash, j'achète de la crypto à la place, donc j'ai 1/4 bitcoin. Donc vous avez investi sur Apple, quoi d'autre ? Moi je suis surtout Apple, j'ai eu beaucoup de chance sur Tesla. J'ai investi à un moment, pas une énorme somme, mais l'action a fait x10 en 1 an. Et donc Tesla, j'ai un peu d'actions Amazon aussi. Et tout le reste, donc c'est sur des trackers, donc c'est sur des indices sur le marché global. Et pas d'investissement en immobilier ? Pas d'investissement en immobilier. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que j'aime garder les choses simples.
Et j'ai des actions Apple, jamais Tim Cook, le patron d'Apple, va m'appeler pour me dire qu'il y a un problème de toilette bouchée au 5e étage. Et ça, c'est bien. Et je sais très bien qu'en immobilier, on peut faire gérer, etc. N'empêche que tous les gens que je connais qui ont de l'immobilier ont des problèmes. 100% des gens à qui j'en ai parlé qui ont de l'immobilier ont des problèmes à gérer, même s'ils ont des gens qui gèrent l'immobilier à leur place, parce qu'ils ont des problèmes avec les gens qui gèrent l'immobilier. Donc en fait, c'est générateur de problèmes. Et je crois que c'était Olivier Roland avec qui j'en parlais qui m'expliquait que très justement que en fait, avoir de l'immobilier, c'était comme avoir un business. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pouvait rapporter beaucoup, mais c'était pas gratuit, on dépensait du temps pour ça. Et donc finalement, à choisir entre gérer son business ou gérer son parc immobilier, moi je suis pas quelqu'un de matérialiste, je sais rien faire de mes 10 doigts, je sais pas rénover un appartement, je sais pas me projeter. Donc par contre, je comprends comment fonctionne un business, donc je préfère mettre mon énergie là-dessus que sur l'immobilier. Si j'ai bien compris avec tout ce que vous nous avez dit, au final, ce que vous recherchez, c'est vraiment la simplicité dans tout ce que vous faites. Oui. Et vous essayez de vous éloigner au maximum des petits tracas, préoccupations, problèmes du quotidien qui pourraient justement venir encombrer votre esprit, alors que vous en avez vraiment besoin pour créer votre contenu, justement. Exactement. En préparant cet entretien, j'ai remarqué qu'au début, vous étiez très présent sur les réseaux et vous partagiez pas mal de choses. Aujourd'hui, vous le faites de moins en moins. Est-ce que vous avez décidé de maîtriser davantage votre image ? Il y a un peu de ça. Il y a surtout que j'ai pas envie de me diluer. Par exemple, Instagram. À une époque, je partageais tout sur Instagram. Et ça n'avait aucun impact sur mes ventes, aucun impact sur mon business, aucun impact sur mes clients. Et en plus, ça mettait une pression aussi. C'est chiant de faire des stories. On ne peut pas passer sa journée tranquille. Dès qu'on vit un moment sympa, on sent le besoin de sortir son portable et de le filmer. Et j'ai voulu arrêter ça. Donc aujourd'hui, par exemple, quand je pars en vacances... En famille, je filme plus, même si je suis dans des beaux endroits, parce que je me dis, je vois pas l'intérêt juste de montrer que je suis dans un bel endroit. C'est pas suffisamment intéressant pour le partager. Vous n'êtes plus sur Instagram ? Je suis toujours, mais je poste rien quasiment. D'accord. Et sinon, j'ai un compte Telegram sur lequel je partage ces choses-là. Donc je partage surtout les coulisses de mon activité, qu'est-ce que je fais, comment ça marche. Ouais, c'est plus accès pro, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais plus vraiment de personal branding dans le sens où je me considère pas comme un influenceur qui partage sa vie. Vraiment pas. Ce qui m'intéresse, c'est plus que les gens adhèrent à mes idées plutôt qu'à ma personne. Et j'ai aussi, je suis quelqu'un qui tient quand même à ma vie privée, j'ai pas envie de trop m'étaler. J'ai eu des petits soucis avec ça, notamment des stalkers, des gens qui me suivaient partout, qui connaissaient mon adresse. C'est vrai ? Ouais, c'est très ça, c'est flippant. Ouais, c'est très inconfortable au quotidien de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'observe quand tu sors dans la rue. Bah oui, c'est clair. Donc ce genre d'expérience m'a fait dire, ok, même si sur 1000 personnes, 999 tu vas avoir aucun problème avec elles, tu vas toujours avoir 1% de taré et tu n'as pas envie d'avoir à gérer ce pourcent de taré dans ta vie. Donc moins t'en dis sur toi, moins tu as de risques d'avoir à gérer. Vous souhaitez préserver votre vie privée, vous pensez que c'est pas très bon de trop en montrer justement ? Alors moi je suis un peu partagé là-dessus. D'un côté je pense que c'est bien d'être honnête avec son audience. Il y a beaucoup de gens qui cachent des choses, on ne comprend pas pourquoi ils les cachent. Genre il y a beaucoup de marketeurs qui ne veulent pas dire leurs revenus. Ils passent leur temps à montrer des Ferrari et des Rolex, mais ils veulent jamais donner des chiffres. Et moi je trouve ça louche en fait. Je me dis pourquoi la raison est évidente. Par exemple, finalement. moi je suis un des seuls marketeurs qui a ses comptes publics sur internet. Je tape BM Prod, le nom de ma société, on va sur société.com, il y a mes comptes qui sont affichés publiquement, donc les gens peuvent voir combien je gagne. Beaucoup d'entrepreneurs montrent énormément d'objets de luxe dans leurs vidéos, mais leur boîte est au Delaware et c'est complètement obscur, on n'a absolument pas de fait. Donc pour moi, je pense que c'est important d'être sincère avec son audience sur les choses qui comptent pour elle. Oui. Donc ça, je pense que ça compte pour elle, pour mon audience, parce qu'elle veut monter un business, donc c'est important d'avoir un modèle, de voir que c'est pas du vent. Et c'est aussi sur ces sujets-là que vous vous engagez. Il faut aussi être sincère. Voilà, j'étais pas obligé de dire qu'en septembre, je me suis pété la gueule niveau revenu, mais c'est important aussi de le dire, parce que mon audience, elle vit exactement la même chose au quotidien. Elle a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas. Et si elle a l'impression que les gens qu'elle suit, eux, ça va toujours bien, elle va se décourager. Donc c'est important de dire aux gens aussi, bon bah voilà, il y a des mois, c'est plus difficile que d'autres. Bon bah ouais, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc ça, il y a des choses sur lesquelles, pour moi, j'ai aucun problème à dire la vérité dessus. Enfin, dans tous les cas, je vais dire la vérité, mais j'ai aucun problème à en parler. Et il y a des choses où je considère que ça va apporter aucune valeur à mon audience, comme ma vie privée, mais voilà, des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Donc si on me pose la question, je vais en parler, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas, c'est pas quelque chose que vous allez exposer par vous-même. Voilà, je ne vais pas en faire la promotion. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi vous avez choisi de rester en France, Antoine, parce que la plupart des infopreneurs ont tendance justement à partir, s'installer à l'étranger. Bah pour plusieurs raisons. Moi déjà, j'ai pas trouvé d'Eldorado à l'étranger. Jamais je me suis retrouvé dans un endroit où je me suis dit ok, cet endroit est tellement génial que j'ai envie d'y vivre. La deuxième raison, c'est que
j'aime beaucoup Paris. C'est pas la France, moi, qui me fait kiffer, mais c'est Paris. J'aime beaucoup cette ville. J'ai grandi à Paris et c'est une ville que j'affectionne beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville ? Déjà, c'est une capitale. Je me vois pas vivre ailleurs que dans une capitale. Dans une capitale, on a l'impression qu'on est là où les choses se passent, que les gens font des choses importantes. Et ça compte pour moi. J'adore les capitales, j'adore New York aussi. C'est une capitale que je trouve absolument extraordinaire. Il y a une ambiance, il y a une énergie en fait qui s'en dégage, qui se dégage pas dans les villes de province ou à la campagne. Et donc je comprends tout à fait qu'on puisse préférer la campagne ou les villes de province, que c'est plus calme, c'est plus respirable, il y a moins de pollution, il y a moins de bruit, il y a moins d'agressivité. Mais c'est un autre mode de vie, quand on est habitué à tout ça, moi j'ai grandi à Paris, donc l'agressivité, le bruit, la pollution, j'ai l'habitude. Donc quand on est OK avec ça parce qu'on a l'habitude et qu'on voit le reste, c'est-à-dire les opportunités, la beauté, j'ai l'Arc de Triomphe, il n'est pas à Roubaix, il est à Paris, il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est une ville importante. Et moi ça me plaît, c'est quelque chose qui m'inspire quand je me balade et je regarde autour de moi, ça me donne des idées, ça m'inspire, ça m'aide. Mais il n'y a pas que cette raison-là, il y a aussi, je suis marié avec quelqu'un qui ne se voit pas vivre à l'étranger, et il y a aussi le fait que pour moi, l'aspect fiscal évidemment compte, parce qu'en France, c'est un des pays où on paye le plus d'impôts. C'est ce que j'allais vous demander justement, vous aimez payer les impôts? Parce que, soyons honnêtes, la plupart des infopreneurs qui partent à l'étranger, c'est pour payer moins d'impôts. On va pas à Malte parce qu'on aime le soleil et les gros cailloux tout secs. Exactement. Il y a évidemment des raisons autres. Alors moi, j'ai aucun problème avec les gens qui partent pour des raisons fiscales. Je vais jamais dire à personne que être un bon citoyen, c'est il faut être français, payer ses impôts et que les autres sont des ordures. Non, moi j'en ai rien à foutre. Je comprends tout à fait que les gens partent s'ils ont envie de partir. C'est juste que pour moi, c'est pas une raison suffisante. Pour moi, mon lifestyle passe avant mon argent. Et donc, évidemment, gagner de l'argent, ça fait partie de mon lifestyle. Mais il y a une certaine... aujourd'hui, je gagne suffisamment d'argent pour avoir un lifestyle qui me convient parfaitement. Je n'ai pas forcément besoin d'économiser plus. Et donc, je n'ai pas envie de sacrifier du lifestyle pour de l'argent. Si j'allais vivre dans un paradis fiscal, la plupart des paradis fiscaux, c'est parce que c'est des pays où c'est pas super agréable de vivre. Il n'y a pas de hasard. Et donc, ça dépend. Il y en a qui sont bien. Mais pour moi, en tout cas, la France, c'est quand même un pays qui a beaucoup de qualités. Notamment quand on aime partir en week-end, voyager. Il y a tellement de beaux endroits à voir en France. Que je me dis le loyer pour vivre en France est très élevé, certes, mais souvent quand il y a un loyer élevé, c'est qu'il y a une récompense à la clé, et la récompense, c'est quand même que c'est un bon pays. Alors, je trouve que la France, c'est un bon pays et que beaucoup de gens qui vont vivre à l'étranger ont du mal avec ça, et ils s'inventent en fait des histoires dans la tête où la France est un pays atroce, où il n'y a pas de liberté, mais non, enfin, il y a tellement de liberté dans ce pays-là. Va vivre en Thaïlande. En Thaïlande, tu peux rien dire contre le gouvernement sans aller en tôle. C'est quand même pas la même notion de liberté. Ouais, je comprends Antoine. Et honnêtement, ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Si tout ce que vous avez construit s'écroulait comme ça du jour au lendemain, qu'est-ce que vous feriez ? Je pense que je referais la même chose, que c'est la seule chose que je sais bien faire. Donc je reprendrai les choses, mais de manière beaucoup plus... Déjà, je virerai tout le monde dans la boîte. Comme ça, c'est très clair. Si mon équipe m'écoute, si j'ai plus de thunes, je peux plus payer les gens. Ah, d'accord. Donc je repars de zéro. Ok. Et je crée du contenu quotidien. Donc si je devais recommencer sans argent, je recommencerais en fait de la même manière que j'ai commencé quand j'étais étudiant, c'est-à-dire j'avais zéro frais, ça me coûtait strictement rien, et j'avais juste à créer du contenu et je pouvais que gagner, quoi. C'est ça qui est bien avec ce métier aussi, c'est quand on débute, on n'a pas de frais. Et ça, c'est nouveau aussi. Avant, si on voulait créer une boîte, il fallait toujours des investissements. Il fallait un fonds de commerce, il fallait aller à la banque, il fallait mettre de l'argent personnel. Aujourd'hui, on peut littéralement commencer avec un ordinateur, même avec un smartphone. C'est ça que j'aime, c'est un business minimaliste. Donc, je garderai cet aspect minimaliste. Peut-être qu'on a besoin de pas beaucoup d'argent, comme vous dites. C'est vrai, il y a moins de frais. Par contre, il faut être prêt à investir beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Ouais, il faut avoir ce truc d'être un peu débrouillard aussi. Les gens qui sont très scolaires, par exemple, sont rarement des gens qui font des bonnes entreprises ou qui font des entreprises tout court, parce que c'est souvent des gens qui ont besoin d'avoir des consignes. Et c'est des gens qui vont faire d'excellents salariés, par exemple. Mais voilà, il faut avoir cet esprit de liberté, de se dire, j'attends pas qu'on me donne l'autorisation, ça c'est très Oussama Ammar de dire ça, mais j'attends pas qu'on me donne de l'autorisation, j'attends pas qu'on me donne la permission. Je prends ce que j'ai à prendre et j'y vais, et j'ai pas peur aussi de m'afficher et de me battre pour mes idées. Moi j'ai eu la chance de commencer très jeune, donc quand on a 17 ans on est un peu on connaît rien à la vie, on est très sûr de soi, enfin, souvent. Moi j'étais beaucoup, et donc j'avais le sentiment que ce que je faisais était très important, et donc ça me donnait du courage. Mais quand je le revois avec le temps, je me dis c'était de la merde, mais à l'époque j'avais l'impression que c'était génial, et c'est ce qui m'a aidé. Et donc il faut accepter aussi de mettre quelque chose en ligne, de mettre une version de soi en ligne, de l'assumer, d'en être fier, et d'y aller sans demander toujours le feedback des autres, l'aval des autres et l'autorisation des autres. Il faut oser, il faut avoir de l'audace. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Vous parlez d'Oussama Ammar, ça tombe bien. Oussama Ammar que j'ai reçu dans ce podcast et que vous connaissez bien.
Et il a dit que dans la vie, il faut choisir entre le bonheur et la gloire. C'est difficile d'avoir les deux. Vous avez choisi quoi, Antoine ? Waouh, c'est vrai, c'est tellement vrai cette phrase. Moi, je sais, j'ai choisi un peu des deux. C'est peut-être pour ça qu'il y a certains points sur lesquels je galère, notamment avec l'audience. Est-ce qu'il faut que je grossisse mon audience ou pas ? Parce que l'audience, c'est la gloire globalement. Si on veut avoir de la gloire, faut pas avoir un gros business, faut avoir une grosse chaîne YouTube avec plein d'abonnés. C'est ça que les gens remarquent, c'est ça que les gens voient, c'est la vitrine. Donc, mais moi, ça m'angoisse, j'aime pas ça, ça me rend malheureux presque en fait. Ça crée un stress dans ma vie, une inquiétude. Ça vous angoisse, mais en même temps, c'est ce que vous recherchez aussi en faisant c'est paradoxal, grandir la communauté sur YouTube. Je dis pas qu'il n'y a pas de paradoxe dans ce que je fais. Oui, bien sûr, c'est juste bien de les mettre en lumière parfois. Tout à fait. Mais je suis convaincu que oui, le bonheur, ça a été théorisé, c'est des choses beaucoup plus simples que ça. C'est la paix intérieure, la méditation, profiter de l'instant présent, passer du temps avec sa famille. C'est ça le bonheur, c'est pas très compliqué, il n'y a pas à chercher super loin. N'empêche que ce qu'on veut, c'est pas le bonheur. Ce qu'on veut en tant qu'individu, c'est conquérir, c'est réussir, c'est s'imposer, c'est dominer. C'est tout le contraire du bonheur. Les gens qui dominent sont souvent stressés, inquiets, malheureux. Donc c'est tout le contraire du bonheur. Mais on en a un besoin. Donc il faut accepter peut-être ce paradoxe qu'on a entre nous de vouloir plus, mais en même temps de regretter après, de s'inquiéter, d'avoir des problèmes. Mais ça va avec, ça fait partie du package. Je sais pas c'était Oussama qui disait ça, mais non, c'était Mark Manson qui disait ça dans son bouquin, dans son excellent bouquin The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oui, l'art subtil de s'en foutre. Où il expliquait qu'il fallait choisir ses problèmes. C'était ça le secret du bonheur. C'était pas d'essayer d'éviter les problèmes, c'était de choisir les problèmes qu'on veut avoir dans sa vie. Et voilà, moi c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui. C'est de trier les problèmes, ok ça j'en veux pas, ça je veux bien, ça j'en veux pas, ça je veux bien, et trouver une sorte de micmac qui fait que je suis optimisé en termes de bonheur et en même temps j'ai l'impression de croître et d'avoir une mission intéressante dans la vie. Antoine, vous avez 25 ans, c'est ça ? 26 ans. Vous avez 26 ans aujourd'hui, vous avez fait pas mal de choses. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi ? Oui, je dirais oui. Plutôt oui. J'ai réussi ce que je voulais en tout cas. Je ne sais pas si j'ai réussi selon les critères de quelqu'un d'autre. C'est quoi la réussite pour vous ? Selon mes critères, mon premier critère de la réussite, c'était de ne pas bosser pour un patron. Même si je galérais financièrement, je voulais ne pas bosser pour un patron et ne plus jamais avoir besoin de bosser pour un patron. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette case, elle est complètement cochée et que ça, c'est fait. Donc pour moi, c'est déjà un succès en soi. Après, j'avais envie de réussir à diffuser mes idées et d'avoir une audience, ce que j'avais jamais réussi à faire jusqu'à présent. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est fait. Aujourd'hui, j'ai une audience, j'ai des gens qui apprécient, mes idées se diffusent, je vois d'autres gens qui reprennent mes idées et qui les rediffusent à leur tour, et ça me fait plaisir de voir ça. Donc j'estime que j'ai réussi selon mes critères. Ouais. Donc il y a 2 cases cochées. Ouais. C'est plutôt satisfaisant de voir qu'on a réussi à 26 ans. Et maintenant, le troisième critère, c'est est-ce que tu vas réussir à tenir le rythme pendant le reste de ta vie ? C'est ça pour moi le dernier critère qui ne sera coché qu'à la fin. C'est vrai. J'ai posé cette question à William Crégel, qui est un entrepreneur qui a passé les 70 ans. Vous avez réussi à 26 ans, donc comme quoi il n'y a pas forcément d'âge pour se sentir accompli dans ce qu'on fait dans la vie. Ouais. Sachant que c'était probablement beaucoup plus facile pour moi que pour lui. Parce qu'être entrepreneur à l'époque, c'était une autre paire de manches quand même. Merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, je ne suis pas sûr du tout d'être bon à cet exercice, mais on va essayer. Tant pis, on y va quand même ? Allez. Ok, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je promène mon chien. Vous dormez combien d'heures par nuit ? 8 heures. Quelle nouvelle compétence vous aimeriez développer et pourquoi ? Le fait de donner des cours individuellement, parce que ça m'aidera dans mon business et parce que j'aurai vraiment le sentiment d'être utile à des gens que je connais. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Le manque de rigueur. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Un bouquin de Fumio Sasaki sur le minimalisme. Quel animal vous représente le mieux ? Le singe. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Qu'on peut être très ambitieux en faisant quelque chose de très simple. Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui ?
qu'on pouvait avoir des questions difficiles lors d'une interview. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? L'hypocrisie et la négation de ses propres biais. De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer ? La femme de ménage. Quelle série vous regardez en ce moment sur Netflix ? Je regarde Plus belle la vie, mais c'est pas sur Netflix. Quelle est votre plus grande peur ? De perdre un être cher. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Tim Cook, le patron d'Apple. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Sur les quais de Seine, à Paris. Si vous disposiez de 100 € et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Un vieil iPhone d'occasion. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Ça va paraître hyper prétentieux, mais le génie. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? L'arrogance. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je lis. Merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales qui était un peu plus compliqué. C'était super dur. Moi j'ai vraiment besoin de réfléchir pour répondre aux questions. Peut-être que les auditeurs n'auront pas le résultat que moi j'ai eu en face parce que vous avez pris beaucoup de temps quand même pour réfléchir et donner les réponses. Pourquoi c'est plus compliqué selon vous ? Je suis pas quelqu'un de très spontané et je suis plus quelqu'un qui écrit que quelqu'un qui parle et donc j'ai tendance à réfléchir avant de dire n'importe quoi, sinon je sais que je vais dire n'importe quoi. Mais vous savez quoi, c'est beaucoup mieux de réfléchir pour justement éviter de dire n'importe quoi. Tant mieux. Merci beaucoup Antoine. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, si on a envie de rentrer en contact avec vous, où peut-on vous retrouver ? On tape Antoine BM sur Google, on va arriver sur mon site, on laisse son mail et c'est bon, on est dans la boucle. On va partager toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Merci encore Antoine Blanchemaison, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré pour actionner les changements dont vous avez besoin dans le but de devenir une meilleure version de vous-même. Si vous avez apprécié cet entretien, eh bien la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!